Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Duel Time. Et là, ça va être deux belles nouveautés. Tout d'abord, une marque qu'on n'a jamais vue sur la chaîne, Universal Genève. Et oui, une marque qui a quasiment 150 ans, une marque suisse très très connue pour un modèle qu'on va voir aujourd'hui, la célèbre Universal Genève Paul Router. Mais celle-ci est très particulière, c'est le modèle de luxe et c'est une montre qui est en or 18 carats. Mais ce n'est pas tout. Simon, qui va nous raconter son histoire, il va simplement nous raconter l'histoire de la montre de son arrière-grand-père. Salut Simon, Salut Xavier, ça va? ça va très bien et toi? Ouais, je suis ravi de t'accueillir. Merci. Comme tous les invités, tu nous as envoyé des photos absolument magnifiques d'une marque, comme je dis, qu'on n'a pas vue sur la chaîne. Et puis, tu as dû le remarquer, on ne voit pas souvent de montres qu'on pourrait qualifier d'habillées. Hein. C'est Ouais. pas une plongeuse, c'est pas un chronographe, c'est pas un double fuseau horaire, c'est simplement une montre qui a vocation à donner l'heure et qui est belle. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment elle t'est arrivée, hein? J'ai parlé de ton arrière-grand-père. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, cette pole router, je l'ai eue par mes grands-parents qui me l'ont léguée. Et cette montre appartenait auparavant à mon arrière-grand-père maternel, Oui, qui lui l'avait achetée dans les années 50, plutôt sur fin des années 50, à partir de 55, il me semble qu'elle a été lancée, cette pole router. oui. Il l'avait découvert lors d'un voyage à Genève, mais il me semble que pour une histoire de change, il l'avait finalement achetée à Barcelone en rentrant en Espagne. Ah, d'accord. Ok, alors là, j'ai une petite fiche là où je mets le résumé un petit peu de cette montre. J'ai mis Ouais. qu'elle était autour des années 60-65, donc manifestement, elle est antérieure à ça. Hein. Euh, donc c'est une montre qui est intégralement en or, Pierre. Ouais. C'est Simon, ça, pardon. elle est intégralement en or, du coup, cette montre, et elle est en or jaune. Enfin, de ce que j'ai trouvé, elle serait en or jaune, mais c'est vrai qu'elle a des reflets un petit peu rosés, et c'est Ouais, vraiment sympa. ouais, bah, elle existe effectivement, je l'ai vue en or rose. Tu nous as envoyé des superbes photos comme tous les invités de Duel Time. Et là, on voit sur la corne, sur la gauche de votre écran, juste sous la couronne de la montre, on voit le poinçon en or. Alors, cette montre, c'est un petit format, mine de rien. Hein. Elle fait 35 mm, je pense. Ouais, un peu moins, il me semblait, de tête, il me semblait que c'était une 33,5 Ouais, de ce que j'avais trouvé. J'ai pas mesuré, mais de ce que j'avais trouvé en information sur Internet, il me ouais. semblait que c'était 33,5. Bah, en fait, si tu intègres la couronne, elle fait 35 mm. À quelle D'accord. époque, à quel moment tes grands-parents te l'ont offerte ou te l'ont remise? Tu avais quel Euh, âge? j'avais environ 19 ans, 18-19 ans, du coup, c'était il y a 2 ans. Ouais, ouais. Tu avais déjà une montre mécanique? J'avais eu déjà une montre mécanique qu'on m'avait offert quand j'étais petit, Oui. mais c'est vrai que c'était une première belle montre. On va dire que c'était l'autre montre que j'avais déjà en mécanique était une première montre que j'avais eue aux alentours de mes 14 ans, à peu près. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Là, on a une montre vraiment très très habillée Ouais, qu'on surnomme, je ne sais pas si tu le sais, tuxedo. Enfin, tuxedo en anglais, c'est le smoking. ouais, Donc avec ce cadran noir, l'intérieur de ce cadran qui est noir, évidemment le reste de la montre qui est dans le métal de la montre. Là, on est dans de l'or. Euh, quel est, quel effet ça te fait? Je crois que c'est la première hein, montre en or jaune qui passe sur la chaîne. On a eu de l'or blanc, on a eu de l'or gris. Quel effet ça te fait de porter une montre en or? Puisque l'or jaune a comme caractéristique vraiment d'être le métal précieux le plus visible. Comment tu, ouais. euh, comment tu la portes? Tu la portes au quotidien? Tu la portes rarement? C'est vrai que je la porte pas souvent déjà pour commencer. On Ouais, va dire que je la porte dans des belles occasions, ouais, ou même des fois en hiver. En été, je la porte quasiment jamais, mais en hiver, des fois, j'aime bien la porter parce qu'elle se glisse du coup, étant donné qu'elle est très fine, facilement sous un pull ou sous une chemise, et du coup, elle est très discrète. Et ouais. c'est vrai que l'or jaune est un petit peu compliqué, je vais dire, à assumer parce que c'est vrai que c'est un peu, ça se voit beaucoup. Et encore, j'ai de la chance que celle-ci, je sais pas si c'est au fil des années ou si elle était vendue comme ça, mais c'est vrai elle brille pas vraiment.
elle est bien polie, mais elle a pas des grands reflets, et du coup, c'est plutôt pratique, ça évite qu'elle se voit de loin. Ouais. Mais Mais quand tu dis elle est bien polie, tu parles non pas du fait qu'elle a été, peut-être qu'elle a été polie d'ailleurs, mais d'origine, elle est en métal poli et non pas en métal brossé. ouais, c'est C'est ça ça. que tu veux dire. Et d'un brosser pas vraiment brillant, en fait, je vais dire. Ouais, Il y a des ouais, montres qu'on va voir, elles vont vraiment briller. Celle-ci, j'ai pas l'impression, peut-être que c'est au fil des années, mais selon les angles, elle peut paraître un peu plus terne et du coup moins briller. ouais. Alors j'ai le sentiment, Simon, que c'est aussi lié au fait que c'est de l'or 18 carats, hein. Donc 18 carats, il y a 75% d'or dans l'alliage, qui est différent d'une montre qui est plaquée or, avec un tout petit revêtement doré qui va avoir une profondeur qui est complètement différente. Et puis tu as quand même une montre donc autour des années 50-60 qui a 50 ou 60 ans, quoi. Tu vois. Exactement. Justement, comme tu es tout jeune par rapport à moi, hein, tu as 21 ans, c'est ça, Simon? 21 ans, c'est ça. Ouais. Euh, Là, sur une des photos que tu nous as envoyées, on voit très très bien l'un des intérêts du vintage, c'est-à-dire ce cadran qui commence un petit peu à travailler, à avoir des marques et à avoir Ouais. une patine aussi sur le pourtour du cadran. Toi, Hmm. tu y vois quoi? Tu y vois tout l'intérêt du vintage, c'est-à-dire une montre qui a vécu, où tu y vois aussi en partie, parce que c'est le grand sujet de discussion sur le vintage, hein, tu y vois aussi en partie finalement une montre ancienne qui est abîmée. Qu'est-ce que tu vois toi dans cette montre? Non, moi je vois, pour moi, le cadran qui commence à devenir un peu plus chocolat et même qui est un peu piqué, j'y vois enfin, pour moi, c'est le grand intérêt du vintage, c'est d'avoir quelque chose qui a déjà vécu et qui est plus beau du coup, grâce à Ouais, son vécu. ouais, ouais, mais ça, ouais, mais donc regarde entre une vintage comme ça, donc qui est en or, est-ce que tu Hmm. irais t'acheter, si tu avais les moyens, hein, est-ce que tu irais Oui. t'acheter une montre comme ça, or 18 carats, neuve, donc qui a pas la patine du temps, qui a probablement un or qui brille un peu plus, etc. Non, certainement pas. Je suis pas de base attiré par l'or jaune, donc je pense pas que j'irai m'en acheter une. Mais du coup, celle-ci, étant donné qu'elle m'a été léguée et qu'elle est petite, c'est vrai que ouais. Et du coup, le côté vintage, du coup, de l'or aussi, j'ai l'impression qu'il a un peu ce côté, au fil des années, du coup, comme tu l'as dit, elle a 60 ans quasiment. Ouais, Du coup, 50, même plus de 60 ans. Euh, Elle a ce côté vintage et de l'or aussi, et du cadran qui est ouais, très sympa, ouais, qui lui donne ce côté très charmant. ouais, c'est clair. C'est clair. Sur cette photo-là, les amis, celle que vous avez à l'écran, on la voit à ton poignet. J'ai le Hmm. sentiment que tu as un petit poignet. J'ai un petit poignet exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment ce format-là, 34, 35 mm, 33,5, te convient parfaitement. Exactement, ouais. Ouais. La plupart des photos que tu m'as envoyées, Simon, étaient avec un bracelet en cuir noir rembordé. Oui. Et puis il y en a une avec un bracelet tout autre. Je ne sais pas trop d'où il vient ce bracelet. Tu peux nous en parler un peu plus? Et ben, la grande histoire, c'est que moi non plus, je sais pas vraiment d'où il vient ce bracelet. Ouais, En fait, cette montre, elle m'a été léguée comme ça, du coup, avec ce bracelet complètement en or jaune. Je sais pas si c'est de l'or, mais du moins couleur or jaune. ouais, Et, d'après mon grand-père, mon arrière-grand-père l'aurait acheté comme ça. d'accord. Mais j'ai du mal à retrouver des informations sur ce bracelet et sur la vente de cette montre avec ce bracelet. Donc je Ouais, ne sais pas vraiment, ouais, ouais, les amis là, de la communauté des abonnés, si vous avez des infos ah ouais, je suis sur preneur. ce bracelet-là, c'est intéressant. Tu m'as pas envoyé une photo avec la boucle. La boucle, elle est logotée ou gravée avec le logo Universal Genève? Malheureusement, non, j'ai pas une boucle d'origine actuellement, mais c'est quelque chose que je recherche. Parce que du coup, comme je viens de le dire, j'ai reçu cette montre avec le bracelet, du coup, qui n'était pas le bracelet en cuir que j'ai actuellement. Et donc, du coup, la boucle est restée sur le bracelet que j'ai démonté. D'accord, ok, je comprends, je comprends. Ouais. Pour revenir à ce bracelet métallique, effectivement, il a l'air, bah, il lui va bien cette montre, mais pour le coup, c'est pas,
pas tout ce qu'on peut voir de plus classique et fréquent sur des pôles routeurs, où il y a plutôt des bracelets, on va dire grainerie, de chez Gué Frères, hein, qui était un grand fabricant de bracelets et qui, à force de fournir les plus grandes marques, et notamment Rolex, bah, a été racheté par Rolex. Mais là, j'ai absolument aucune idée de ce bracelet. C'est un bracelet qui s'ouvre comment? C'est un bracelet qui s'ouvre, il vient se déclipser dessous et c'est Ouais, que déjà d'une, ça tient pas très très bien. Il y a une un petit rebord qui vient se reposer avec un petit clip. C'est vrai que c'est vraiment très très léger, donc c'est entre autres aussi pourquoi je l'ai changé. Puis je me voyais pas porter cette montre comme ça avec ce d'accord. bracelet. Tu l'as à ton poignet là, Simon? Ouais, j'ai la montre, mais j'ai pas le bracelet dans ma Ah, poche. ok, sinon tu aurais pu effectivement nous le montrer. Écoute, c'est pas grave. Tu sais que tu vas y passer, hein, à la question sur l'adjectif que tu donnes à cette montre. C'est quoi l'adjectif pour toi qui la résume? L'adjectif pour moi qui la résume, bah, c'est élégante, comme on va de le dire, parce que du coup elle est très belle même au fil des années et elle est très très discrète. Et pour moi, l'élégance, c'est aussi la discrétion, donc je dirais élégante. Écoute, c'est un adjectif qui lui va bien, puisque là on est vraiment sur une montre, trois aiguilles, presque ce qu'il y a de plus simple, hein, Ouais. sur une montre mécanique. Pas de fioriture, pas de lunettes, pas de date, pas de bouton poussoir. Vraiment des index très sobres, des aiguilles dauphines, très très sympa. Les amis, je pense que vous le remarquez qu'on a sur ce modèle l'appellation de luxe, hein, qui est le symbole qui signifie que cette montre est en métal précieux, comme tu nous l'as dit, Pierre. Et puis il y a une petite, comment dire, ligne additionnelle sur le cadran qui précise quelque chose qui est important sur le calibre qui est à l'intérieur, où il y a écrit micro-rotor. Et donc, je ne sais Ouais. pas si tu as regardé, si tu as suivi de près, mais à cette époque, je crois en 54, Universel Genève a été l'un des premiers, hein. Ils se disent chamaillent un petit peu avec Buren, avec Hamilton, avec Breitling, etc., et ER, hein, pour savoir qui réellement a sorti le premier calibre à micro-rotor. Eh bien, l'une des raisons pour laquelle elle est très plate, cette montre, c'est que la masse oscillante qui permet de remonter le ressort de barillet, bah, c'est une toute petite masse, c'est un petit rotor qui fait qu'au lieu d'être au-dessus ou en dessous, hein, en fonction de comment on regarde les choses, eh bien, cette masse oscillante est à l'intérieur du mouvement et donc tu gagnes beaucoup en épaisseur. Ouais. Renseigne-toi si ça t'intéresse. Les amis, regardez, vous tapez Micro-Rotor Universal Genève et vous verrez, c'est absolument passionnant. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre, Simon? Le petit détail que je préfère sur cette montre, je dirais que c'est la partie noire du cadran à l'intérieur qui vient faire du coup le contraste que j'aime beaucoup. Ouais, bah, c'est pas Et mal. En plus, avec ton bracelet comme ça, extrêmement sobre, sans couture. Là, regardez les amis, là, ces marques sur le cadran. Franchement, l'intérêt du vintage, il vient bien évidemment sur le fait qu'on a une montre qui est là pour donner le temps et qui a vieilli avec le temps. Donc ça, c'est quand même, en termes d'image et de poésie, un truc sympa. Et puis, c'est aussi une affaire de choix. Il y a un choix astronomique. Toi, tu l'as pas choisi, mais je veux dire, si vous voulez avoir de la diversité et avoir une montre différente de celle du voisin, franchement, vous allez jeter un œil dans des montres qui ont ne serait-ce que plus de 20 ans. Et là, on en a quasiment 60. On a un choix qui est absolument astronomique, hein. Mm. Ouais, exactement. Ouais. Surtout que c'est des montres qui ne sont plus produites et donc du coup uniques et surtout très peu vues parce que j'ai pas l'impression, enfin j'ai lu sur internet comme quoi Universal Genève avait beaucoup vendu de Paul Router, mais j'en ai pas vu souvent. Après, du coup, comme elle est discrète, elle se remarque pas vraiment, Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça soit une montre que beaucoup de personnes aient. ouais, non mais attends, ils en ont beaucoup, beaucoup vendu. Patek Philippe, par exemple, était leur distributeur pour le marché nord-américain. Ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu. C'était une manufacture très, très innovante
Ils ont aussi fait des choses très intéressantes au début du quartz, mais comme beaucoup de marques, hein, ils se sont fait challenger et puis petit à petit balayer. Donc c'est une marque qui est tombée un petit peu en déshérence. Et euh, pour quelle raison, je n'en sais rien, mais elle ne faisait pas partie des deux grandes holdings suisses qui se sont structurées petit à petit entre les deux guerres, après-guerre, etc. Et jusqu'à la période noire de l'horlogerie suisse, qui fait que Universal Genève n'est pas tombé dans le giron ni de Swatch Group ni de Richemont. Et aujourd'hui, Ouais. de mémoire, c'est toujours une marque indépendante et qui s'est pas encore complètement renouvelée. Alors, est-ce qu'ils reviendront avec des Paul Router, des montres vintage, héritage? J'en sais absolument rien, mais je pense que tu dois pas en croiser souvent au poignet de ton entourage. Non, ben, à vrai dire, j'en ai jamais croisé. J'en ai déjà vu en boutique, mais jamais croisé. Ouais. Ouais, mais de toute façon, cette montre, que ce soit une Universal Genève ou une autre marque, de toute façon, c'est ta filiation personnelle. Tu Ouais, vois? exactement. Bah oui. Mais est-ce que tu penses, tu vois, là on est dans Duel Time, mais si tu étais dans Petite Montre entre amis, là on parlerait à un moment de ta prochaine montre. Oui. Est-ce que cette marque-là, maintenant, elle est importante pour toi, tu as une affection particulière, et si tu devais t'acheter une nouvelle montre, tu regarderais avec beaucoup d'intérêt Universal Genève. Ouais, c'est vrai que du coup, bah, c'est mon affiliation familiale qui m'a permis de découvrir du coup cette montre et du coup cette marque que je ne connaissais pas avant. Ouais, Et c'est vrai que du coup, si je devais acheter demain une montre vintage, et j'ai déjà regardé en fait des anciennes Universal Genève, notamment les tri compacts, tout ça. ouais, Mais c'est vrai qu'après, c'est des budgets un peu différents que bah je oui. trouve très belles. Ah oui, et oui, bien sûr, bien sûr. L'autre partie euh, où Universal Genève a été particulièrement innovante, hein, c'est toute la démarche des chronomètres, Compax, Mm. Unicompax, Tricompax, etc. Où beaucoup maintenant, d'ailleurs, de chronomètres vintage de la même époque, lorsqu'elles ont trois cadrans, eh ben, on les appelle Compax. Quand elles en ont quatre avec la phase de lune, on les appelle tricompax. Alors qu'en fait, fondamentalement, c'est Universal Genève qui donnait ce nom-là, et c'était écrit sur les cadrans Mm. des montres à leur chronographe. Écoute, long story short, Simon, on s'est vraiment régalé avec cette montre très habillée, tout dans le style, d'une sobriété absolument magnifique, hein. Je ne sais pas si tu as regardé Watch Out? Oui, j'ai regardé Watch Out, Xavier. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Ben, ça m'a évoqué une belle histoire, des belles découvertes, des belles rencontres et surtout une belle série. Bravo. Bon, bah écoute, c'est cool, mais est-ce que tu y as vu, je te posais pas la question pour ça, mais plus pour t'amener, est-ce que tu y as vu une similitude entre la Speedmaster que j'ai chinée pour Marie et ta Universal Paul Router? Ben, effectivement, il y en a une petite similitude, c'est que il me semble qu'elle a été faite du coup et offerte aux pilotes qui ont de la Scandinavian Airlines qui ont traversé le pôle Nord pour rejoindre Copenhague à Los Angeles Ouais, dans les années 50 du coup. Et ouais, du coup, c'est vrai que du coup, c'est une montre d'exploit, du coup un petit peu comme la Speedmaster l'a été pour l'alunissage. c'est intéressant. C'était pas sur ce point-là que je voulais t'amener, mais effectivement, les propriétés amagnétiques de cette montre ont fait que la SAS l'a choisi pour équiper ses pilotes, justement lorsqu'ils ils rejoignaient la Scandinavie vers Los Angeles. Et pour ce faire, il faut passer par le pôle Nord. Et le pôle Nord, en fait, c'est un endroit très très compliqué en termes de magnétisme, puisque quand tu es au pôle Nord, en fait, on ne peut plus, la boussole ne peut plus t'indiquer le pôle Nord. Donc effectivement, c'est un problème. C'était pas sur ce sujet-là, c'était plus une affaire de design. Mhm. La génération de la Speedmaster présentée dans Watch Out, qui est une 145-022, en fait, et cette Universal, la tienne, ont toutes les deux des anses qui sont similaires.
J'avais posé une fois la question dans un quiz, elles ont les anses lyre. Tu regarderas, tu compareras les anses de ta montre avec cette Speedmaster. Et ce boîtier était fabriqué à l'époque par Huguenin Frères, qui fabriquait énormément de boîtiers montres pour plein de marques, D'accord. Omega et Universal Genève. Donc on voit Je bien sais. là, Simon, l'histoire de l'horlogerie suisse qui est faite de partenariats, collaborations, etc., entre des structures qui font des bracelets, qui font des cadrans, qui font des aiguilles, qui font des boîtiers, et puis d'autres qui font des ébauches, et puis d'autres qui sont des horlogers qui imaginent des mouvements, et puis des emboîteurs qui récupèrent tout ça et en font une montre qu'ils commercialisent sur le marché. Simon, est-ce que tu es prêt pour passer à la deuxième étape, séquence de ce Duel Time? Oui, Je vais te Xavier. présenter quatre montres Ouais, et tu vas voter pour celle que tu préfères. très Ça te bien. va? Ça te va? Le concept n'a pas changé, les amis, il n'y a pas de règlement. Par contre, vous, les abonnés, je vous invite dans l'onglet communauté. Maintenant, vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. Je vous invite à voter pour l'une des 5 montres, celle de Simon, cette superbe Universal Genève Paul Router Deluxe, ou alors l'une des 4 que je vais lui présenter. T'es prêt, Simon? Ouais, ouais, Xavier, je suis prêt. Allez, c'est parti. Là, je te présente une Omega Genève dynamique D-Date, modèle de fin des années 60, début des années 70, en 40 mm. Alors toi qui as de cette belle Universal Genève, comment tu la décryptes celle-ci? Est-ce qu'elle te plaît pas? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, au premier abord, c'est vrai qu'elle a des belles couleurs avec les deux nuances de bleu sur l'aiguille des secondes et le cadran, avec les petits rappels au niveau des petits index en bas. Mais dans l'ensemble, je dirais que le boîtier ovale comme ça, je suis pas vraiment fan. Oui, Mais après, par contre, la date et le jour, c'est intéressant comme complication. ouais. Tu trouves pas que ça déséquilibre un petit peu le cadran? Hmm, peut-être que si, mais ça m'a pas gêné au premier abord. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait que cette montre n'a pas de anse et tu vois qu'il y a un bracelet qui passe quasiment sous la montre? J'aime pas vraiment du coup qui n'ait pas de hanche. Je trouve que ça a vraiment un charme, les hanches quand on voit un boîtier sur le côté. Je trouve que ça fait vraiment partie intégrante du boîtier et c'est vraiment joli. Ouais, Donc c'est vrai que cette montre comme ça sans anse, ouais. là de face comme ça se voit pas vraiment, mais sur le côté c'est vrai que ça perd un peu de son charme, je trouve. Et bien là, en plus, on est sur un modèle, on va dire, qui est très typé 70s, là où la tienne est Ouais, vraiment 60s, hein. La ouais. différence sur les aiguilles est absolument flagrante. D'ailleurs, quand on regarde les aiguilles de ce modèle-là, il y a un paquet de montres qui, encore aujourd'hui, ont des aiguilles de ce type, en termes de forme, en termes de bicolorométrie. Ok. J'ai l'impression qu'on va pas démarrer avec une super note là, Simon, je me trompe? Non, ouais, je suis pas très fan de cette montre, Pas Xavier. très fan. Combien tu lui mets de 0 à 10? Je lui mettrais 4 sur 10. 4 sur 10? Ouais. Je crois que c'est la plus mauvaise note sur un démarrage de duel time. Là, c'est bon, on va se régaler, mais ce qui veut dire qu'il y a de la place, hein, Simon, pour faire mieux. Alors, deuxième montre, là, tu as une Longines flagship du milieu des années 70 en or, 34 mm, Mm. qui est plus proche de la tienne. Ouais. D'ailleurs, ça se voit, elle ressemble plus à la mienne. Elle est sympa cette montre du coup contrairement à la première, elle a de belles anses Ouais, qui dénotent un petit peu avec l'ensemble du boîtier qui est rond et du coup elles sont vachement carrées, rectangulaires. ouais, un Je petit trouve peu ça, facetté sur le côté là. ouais, je trouve ça joli. Ouais, Et non, la montre dans l'ensemble me plaît bien. Il y a une petite différence et il y a pas d'aiguille des secondes. ouais. Donc c'est un petit changement et je trouve ça sympa. Du coup, la montre est peut-être un peu moins vivante, du coup, mais c'est sympa, ça laisse de la place pour bien voir le cadran. Ouais, Et après, je
dirais que c'est peut-être un petit peu trop doré pour moi. C'est ce que je peux lui reprocher avec le cadran doré, le boîtier Ouais, doré. ouais, ouais. Sinon, dans l'ensemble, Elle a aussi un truc qui est, je trouve, toujours sympa, c'est d'avoir le logo en applique, ouais, hein, au lieu d'avoir un logo peint. Et là, c'est le logo de Longines avec le sablier et les ailes, qui est vraiment un très très beau logo. C'est vrai elle est très simple, épurée, cette montre, bah, elle fait qu'elle n'est pas de trotteuse. On voit moins le temps qui passe, hein, c'est moins poétique comme mouvement, mais en tout cas, elle est d'une sobriété, vraiment dans le style d'une Calatrava de chez Patek. Voilà, exact. 2 aiguilles, très simple, pas grand-chose à raconter. Qu'est-ce que tu penses de Longines comme marque? Longines comme marque, je connais pas vraiment. C'est vrai Ouais, qu'ils ont j'ai un ami qui a un modèle qui ressemble un petit peu à la Submariner de Rolex, il me semble. Ça doit ouais, être leur plongeuse. Et par contre, celle-ci, je la trouve vraiment jolie. Mais sinon, je connais pas plus que ouais. ça la marque. Ouais, bah En écoute, tu regarderas, vous regarderez les amis. On a eu une seule Longines sur la chaîne, celle de Jérôme, hein, un des tout premiers épisodes de Petite Montre entre amis, saison 1, avec une Longines Hydro Conquest. Vraiment, l'histoire de Longines est absolument, absolument fabuleuse, hein. C'est une marque, voilà, c'est une des plus grandes marques suisses avec énormément d'implications dans la chronométrie, d'innovation, de partenariat. Mais ça a été repositionné pour des questions industrielles au moment où l'horlogerie suisse a redémarré à la fin des années 80, début des années 90. Ça a été repositionné dans le ventre mou ou dans l'entrée de gamme de l'horlogerie suisse au sein du Swatch Group, si je ne me trompe pas. Et qui fait que, franchement, c'est aussi fabuleux comme histoire que qu'Omega, que Tissot, que Rolex. Mais sauf que les 30 dernières années n'ont pas été particulièrement intéressantes. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci, Simon? Ah, je dirais 6 sur 10 pour celle-ci. 6 sur 10? On Ouais, progresse, hein. À ce rythme-là, la prochaine, tu es à 8 et la dernière, tu es à 10, hein, Simon, hein. exactement. Ouais. Alors, là, attention, là, tu vas avoir du mal. Là, tu as une Tudor Oyster Prince Tuxedo. Et celle-là, honnêtement, lorsque tu m'as écrit pour me dire, tiens, Xavier, j'ai la Paul Router en or de mon grand-père, je me suis dit, ouah, tout de suite, bien sûr, et c'est sûr, dans le vote, je vais lui mettre la Oyster Prince Tuxedo. Si tu regardes bien, regarde les anses, elle te rappelle pas quelque chose? Il me semble que si, hein. Eh oui, Il me semble que si, il me semble là, qu'elles sont bien franchement, elle similaires. ressemble beaucoup à ta Paul Router. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, vraiment, là, j'ai les 2 du coup, vraiment beaucoup. Après, il y a quelques petites différences, mais là, dans l'ensemble, c'est vrai que, mis à part le boîtier qui est du coup en acier et le mien qui est couleur or ou en or, le fond de cadran noir avec, enfin le centre du cadran qui est noir, Ouais, la forme des anses, non, elle ressemble vraiment beaucoup, ouais, cette montre à ma Paul Router ouais, et je ouais, la ouais, trouve sympa comme ça. ouais. Elle est vraiment sympa comme ça. Les aiguilles, pour le coup, sont bien différentes, hein. Mmh. On a des aiguilles, je ne saurais pas comment les appeler, les amis, aidez-moi en commentaire sur celle-là. Là, toi, tu as des aiguilles glaive. Là, on est sur quelque chose un chouïa différent. Euh, Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci, Simon? Je vais dire 9, hein. Tu vas dire 9, mais attends, tu vas dire 9 parce qu'elle te plaît beaucoup, beaucoup, ou alors parce qu'elle ressemble à la tienne. Non, parce qu'elle me plaît beaucoup, beaucoup et c'est vrai que, bah, du coup, elle ressemble à la mienne qui me plaît, mais là, comme ça, dans une version un petit peu différente, d'une autre marque et tout, je la trouve vraiment aussi très belle. Ouais, pas mal du tout. Ouais. Pas mal du tout. Pour le coup, les amis, je ne sais pas si ce boîtier avec les anses lyres comme ça provient de chez Huguenin Frères. Je n'en suis pas sûr. Là, on devrait avoir un boîtier Oyster à cette époque chez Tudor, donc un boîtier qui vient de chez Rolex, donc a priori qui viendrait de chez Charles Rodolphe Spillman. Là, je fais appel vraiment aux spécialistes du sujet pour nous guider là-dessus. En tout cas, ce qu'on enregistre, c'est que Simon met un 9 sur 10
à cette Tudor. Tu mets pas une prime additionnelle au sens une bonne note parce que c'est Tudor et Tudor, c'est un peu la marque branchée du moment là, Non, je non? pense. Non, non, je pense pas, non, vraiment, parce qu'elle ressemble à ma Paul Router et parce que je la trouve vraiment belle. Et d'ailleurs, elle ressemble pas vraiment aux Tudor qui sont actuellement un petit peu à la mode. Elles sont vraiment différentes. Ah, Elle est vraiment différente, pardon. c'est Non, clair. non, c'est que vraiment, je la trouve sympa avec en plus le bracelet, les petites coutures. Non, je trouve que là, dans l'ensemble, elle est très harmonieuse et très Et ouais, jolie. et ouais. Plus que jamais cette montre, hein, comme je le disais tout à l'heure, et tu vois, tu es sur la même ligne. C'est l'intérêt du vintage, le choix astronomique quasiment infini de découvrir des choses qui nous secouent dans nos certitudes, qui nous challengent, qui nous font hésiter et qui nous font regarder vraiment l'horlogerie différemment. Cette montre, vous la regardez et là vous vous dites waouh! En fait, Tudor a fait autre chose à ses débuts que des Rolex maquillés Tudor. Ils en ont fait dans les années 2000. Vous avez pu voir d'ailleurs dernièrement un épisode de Petite montre entre amis sur la Tudor Heritage Chrono, qui a son propre ADN vraiment différent de celui de Rolex. C'est merveilleux. Donc un 9 sur 10 pour cette Tudor. Attention, on passe à la dernière. Là, tu as une Tissot World Time. L'idée, c'est d'avoir plusieurs fuseaux horaires. C'est une montre en or également, 1950. Donc on est peu ou prou à la même époque que ta Paul Router. Au premier abord, je la trouve un petit peu trop chargée, déjà, Oui, mais c'est vrai que pour avoir un affichage d'autant de fuseaux horaires en même temps, c'est vrai ils sont obligés de charger ces montres et du coup ce cadran avec toutes ces villes. Et sinon, dans l'ensemble, je pense que le fond blanc c'est joli quand c'est neuf, je pense, mais que ça vieillit moins bien ou du moins là, dans ce cas-là, ça a moins bien vieilli qu'un fond noir ou qu'un fond de couleur. Ça prend une patine qui est ouais, un peu moins jolie, j'ai l'impression, même s'il y a un petit reflet sur le haut. ouais. Là, Et effectivement, on est peut-être impacté par la qualité de la photo. Mais il y a un truc quand même qui est intéressant sur ce cadran, c'est que on a l'impression que le centre du cadran où il y a les villes est, je- est blanc et puis c'est tout. Mais que ouais, l'extérieur du cadran, lui, on pourrait penser qu'il est soleillé. ouais, c'est vrai que c'est l'impression que ça donne comme ça sur cette photo. Ouais, Mais sinon, je pense que dans l'ensemble, je la trouve un petit peu décalée parce que du coup, elle a que un bouton poussoir et la couronne à côté. ouais, Des anses qui sont un petit peu, on dirait sur la photo, en contrebas par rapport au boîtier. ouais, Donc du coup, c'est un peu ce décalage. ouais. Et beaucoup de chiffres à l'intérieur du cadran Ah bah, et sur ouais, c'est clair que là, on est sur un modèle d'une époque similaire à la tienne. On est sur un boîtier en or, mais on est Mm, sur une montre qui a probablement une vocation un peu plus professionnelle hein, pour des voyageurs que exact. simplement de donner l'heure de façon discrète et élégante. Hein. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est toute l'idée de te challenger pour voir qu'est-ce qui te plaît le plus dans une montre. Et on l'a bien compris dès le début, avant que je ne te présente ces quatre-là, quand tu as donné ton adjectif, élégance et la discrétion, c'est aussi l'élégance, qui est probablement, c'est pas aussi, mais probablement un synonyme. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Combien tu lui mets de 0 à 10 alors à celle-là? Je vais lui mettre mieux que la première parce que je la trouve quand même plus harmonieuse et je préfère. Donc je vais dire 5. Tu vas dire 5 sur 10. D'accord. Ouais. Donc si on récapitule pour déterminer pour quelle montre tu vas voter, donc on a la Omega Genève Dynamic D-Date. Là, c'est la boucherie. Hein. Tu n'as vraiment pas accroché et on a un 4 sur 10. Tu me dis si je me trompe. Exactement. La Longines Flagship en or. Là, tu as Hmm. bien accroché, mais peut-être un peu trop doré au final. Hein. Ouais, un peu trop doré. Un Ouais. peu trop doré, mais tu lui as mis un 6 sur 10.
Là, Tudor Oyster Print Tuxedo. Là, Ah, c'est le dur. c'est presque la love story, hein. Je sais pas Ah, s'il y a un truc à gagner si tu lui avais mis un 10 sur 10, mais en tout cas, on n'en est pas loin. Et puis, on termine avec la Tissot World Time, où là, bon, t'as pas complètement accroché et on est quand même arrivé à un 5 sur 10 qui est quand même pas terrible, quoi, hein. ouais. Voilà. Donc, si on résume, The winner is là, Tudor Oyster Prince. Voilà. J'ai regardé, c'est pas donné hein, en vintage parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de produites et puis ça commence à dater maintenant. Est-ce que c'est une montre, si tu te disais, tiens, ma prochaine montre, ça pourrait être une vintage, est-ce que c'est quelque chose que tu regarderais? Ou alors, pour le coup, bah, elle est quand même très proche de la tienne et la prochaine, il vaut mieux qu'elle soit quand même complètement différente. Ouais, ouais, c'est vrai que je partirais plutôt sur, pour l'instant, de la différence, étant donné que j'ai peu de montres. Je préfère avoir des montres qui sont différentes et du coup pas qui se ressemblent. Oui. Donc c'est vrai qu'elle est un petit peu trop proche pour l'instant. Pour une prochaine montre, elle serait un petit peu trop proche. Mais à l'avenir, si je devais en acheter encore une autre, c'est une montre que j'ai découvert du coup grâce à toi et que j'aime beaucoup. Donc c'est possible que plus tard, un jour, je m'intéresse à cette montre pour en acheter une. Eh ben écoute, c'est très cool. C'est vraiment sympa. On a passé un bon moment. On n'a pas l'habitude, les amis, de faire des épisodes sur la chaîne avec des montres, un vintage. Il y en aura d'autres, hein, vous allez voir. Une Hamilton Fontainebleau bientôt va passer sur la chaîne. Une Omega Seamaster chronographe, presque la Jedi que vous avez aperçue dans le quiz de Watch Out. Plein d'autres montres vont voir le jour, mais c'est vrai aussi que là, tu nous as présenté une montre habillée, et c'est sympa parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est plus difficile à exprimer parce qu'il n'y a pas de dimension ou de part de rêve sur une conquête humaine, des exploits humains, l'abnégation d'une personne, un aventurier, etc. Mais c'est tout aussi sympathique puisque ce qui intéresse, en tout cas moi, ce qui m'intéresse sur la chaîne, et j'espère que c'est toi aussi ce qui t'intéresse, c'est d'avoir les histoires singulières des invités qui Ouais. viennent raconter la leur.